un peu à la fois granuleuse, tout ça, mais aussi hyper réaliste, comme les vieux documentaires, les vieux films des années... Enfin, je veux dire les vieux films. Une perche, parce que justement, effectivement, le film il est ancré comme ça dans un réalisme, et en même temps, il frôle parfois, enfin en tout cas, il nous emmène dans un état, je ne sais pas si on peut dire le fantastique, ou en tout cas un état où nous, on n'est pas tout à fait nous-mêmes, et on est à l'image des personnages un peu dans un cauchemar, un rêve éveillé, enfin un cauchemar éveillé, on va dire plutôt. Mais ça passe essentiellement aussi par tes choix de mise en scène, par les zooms, par les focales, par le découpage, le montage que tu fais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce rapport-là, à ces choix-là formels qui sont des choix très forts, des intentions marquées? Alors effectivement, donc le film il a été conçu un peu pas comme un monde réel, enfin à la fois ultra ancré dans un réalisme terrien et de matière, fait de matière, et en même temps comme une espèce de souvenir, de fantasme, de en fait à travers ce film je parle aussi vachement de mon enfance, mon histoire de l'immigration telle que je l'ai vécue quand j'étais petite, donc mes histoires de famille évidemment, donc c'est un film hyper personnel aussi. Donc je suis née en France, mais de parents polonais. Mon père, il avait toujours comme ça un peu un côté... il essayait d'être le bon polonais, bien cool. Et il faisait des blagues un peu que je trouvais potaches et dont j'avais très honte quand j'étais petite. Et maintenant, je vois ça avec énormément de tendresse, et, enfin, en ayant grandi. Mais en tout cas, ça raconte une histoire ma vision de mon histoire de l'immigration et mon histoire, mon enfance, mon rapport à ma mère. Et donc, pour ça, il fallait que le film soit un peu comme une espèce de bulle onirique, comme un souvenir, un cauchemar, un fantasme, pas la réalité. Et donc, j'ai jamais tenté de faire un village qui existe vraiment. C'est pas la réalité, quoi. Enfin, pour moi, c'est très important de le dire, c'est que c'est tout sauf le monde réel. Enfin, il s'agit pas de stigmatiser, de dire, dans la campagne, ils sont comme ça, les gens. Enfin, c'est un microcosme qui n'existe pas. Par exemple, en France, on a souvent l'impression que c'est un paysage qui pourrait être polonais. D'ailleurs, plein de fois, on me dit, ah, mais t'as tourné dans le Nord, ou c'est pas en Pologne, ou... alors qu'en fait, on a tourné en Vendée. Mais... et par contre, en Pologne, on se dit, ah, mais c'est pas comme ça la Pologne, mais c'est comme ça la France. Mais non, en fait, c'est ni l'un ni l'autre. Et par exemple, la maison de Sandra, donc, dont la façade est verte, c'est une fausse façade. Enfin, la maison existe, mais on a appliqué un pan de décor sur cette façade de façon à ce qu'elle soit... qu'elle ressemble à la maison, enfin l'immeuble de ma grand-mère en Pologne. Il a cette couleur-là. Enfin, tout est complètement recomposé. Il n'y a pas de réalité là-dedans. C'est comme une espèce de métaphore du monde, comme une vue du monde au microscope qui serait... Même chaque personnage est comme une espèce de figure emblématique. Il y a le père, il y a donc la mère MAIRE du village. Enfin, chacun a une espèce de position comme ça, qui serait comme des positions archétypales d'un monde qui serait le monde en général, mais vu au microscope, quoi. Et que, évidemment, l'idée, c'est de parler du monde de maintenant à travers cette métaphore, quoi. Et les zooms, pour moi, les zooms, c'est vraiment la figure même de l'obsession au cinéma. C'est-à-dire, on va pas vers, mais ça vient vers nous. C'est un rapport des choses c'est la hantise pure, le zoom. Enfin, c'est la figure esthétique de la hantise. Mais aussi du désir. Et aussi du désir, bien sûr, de ce qui obsède. Est-ce qu'il y a des questions ? Félicitations déjà. Merci. Moi, alors, je viens de la campagne, pour le coup, et je trouve que c'est assez réel, en vrai, et assez moderne même, je veux dire. Et je trouve que parce que justement il y a un aspect réel, ça rend tout le fantastique autour crédible. On n'est pas du tout dans un récit où on a du mal à rentrer dedans, comme même si j'adore un peu du Harry Potter. Je trouve que justement on est vraiment dans quelque chose de crédible qui fonctionne. Donc voilà, c'est chouette, mais effectivement, enfin quand je dis que c'est pas le monde réel, c'est parce que je veux pas stigmatiser, dire regardez à la campagne ils sont comme ça, mais dire que regardez le monde il est comme ça. Enfin pour moi c'est vraiment un film politique, quoi. Enfin c'est vraiment ça, moi l'envie première de ce projet. Enfin, mais effectivement après il y a donc encore une fois le 16, le côté hyper réaliste, ce qui veut pas dire il y a réalité et véracité, enfin bref,
qui sont des nuances comme ça, mais en tout cas, c'est pas pour dire à la campagne ils sont comme ça, mais c'est pour dire effectivement. Et puis l'autre truc dont j'ai pas parlé, mais par rapport au Zoom et tout ça, c'est que pour moi, le monde réel, enfin, ce qui me fait le plus peur, c'est le réel. Ce qui me terrifie le plus, c'est la réalité, et pas les fantômes. Enfin, j'ai plus peur des humains que des fantômes. Les fantômes, ils sont mes amis. Mais je pense que d'ailleurs, c'est un point important, c'est qu'à la campagne, on se crée tous un peu un monde. Et il y a plein de mondes différents, et je me reconnais beaucoup là-dedans. Bah alors ça, c'est un autre sujet, c'est qu'il y a eu aussi une autre grande référence au film, qui est le travail d'une chercheuse au CNRS qui s'appelle Jeanne Favret-Saada, je sais pas si ça vous parle, donc qui était anthropologue et qui a travaillé pendant très longtemps, enfin pendant une vingtaine d'années sur ce qu'elle appelait la croyance en les sorts. Donc pour elle c'est hyper important de dire ça et pas la sorcellerie. Et elle s'est installée dans le bocage de Mayenne pour enquêter sur des rituels païens qui existaient dans la campagne, et donc notamment ces histoires de gelée qui sont documentées réellement, et qui pour certains seraient donc des choses qui auraient été déposées par des sorcières ou qui seraient l'objet de rituels et qui feraient que lorsqu'une vache marche dessus, elle est instantanément barattée, donc elle donne plus de lait. Et donc c'est les voisins, les fermiers voisins qui font déposer ça dans le champ de quelqu'un pour que le champ voisin donne plus de lait, parce que ce champ-là est pollué, quoi. Et donc c'était une question de rivalité économique au départ. Mais sauf que certains disent que c'est ça, d'autres disent ah ben non c'est des champignons, d'autres disent ça n'existe pas, d'autres disent c'est le reflux des pesticides ou de tous les engrais suite à l'exploitation intensive qui fait des émanations comme ça. Enfin, en tout cas tout ça est très documenté. De même que les sortilèges, donc le veau et le cœur du veau planté d'aiguilles avec la photo, tout ça. Enfin, en fait, c'est des choses qui existent vraiment et qui existent de nos jours. Dans la campagne, dans toutes les campagnes, parce que c'est d'ailleurs pas qu'en France. Enfin bref. Justement, je voulais poser ma première question par rapport à ça. Vous parliez d'exorcisme. Et qu'il y en a beaucoup. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a beaucoup en France de référencés, mais il y en a beaucoup en Pologne. Pourquoi l'avoir enlevé du scénario ? Alors ça, c'était vraiment purement pour des questions de budget. Enfin, en fait, c'était pas enlever l'exorcisme pour enlever l'exorcisme, mais c'était comme il y a eu plein de réécritures successives. Donc j'ai commencé à écrire ce film en 2017, donc ça fait vraiment très longtemps, avec un premier tournage qui aurait dû avoir lieu en 2020, mais qui a été arrêté au moment du Covid. Et après, en fait, pour des questions de financement, je me suis dit tiens, je vais faire un film vraiment plus. Donc, comme j'ai dit à Estelle, d'ailleurs, vous pouvez venir en fait, en vrai. Donc, quand j'ai rencontré Estelle, je lui ai dit on va faire un film coup de poing qui sera comme un coup de feu tiré dans la nuit. Je me souviens que je t'avais dit ça. Et donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que les réécritures successives ont élagué beaucoup d'éléments du scénario. Donc, il y avait plein de choses qui concernaient la vie de chaque personnage en dehors de cette ferme. Et en fait, maintenant, je pense que c'est beaucoup mieux, que ce soit beaucoup plus en ligne droite, centré sur Nave, cet endroit dont on ne sort jamais. Alors qu'avant, on allait à l'église, on allait au village, on allait pendant le film. Alors que là, maintenant, c'est devenu comme c'est beaucoup plus, il me semble, acéré. Enfin, en tout cas, j'ai tenté de faire un film plus direct, plus frontal, peut-être un peu plus bourrin aussi, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a cette volonté et donc ça a été enlevé du scénario, mais bien avant le tournage. C'était pas pour des questions de. Et donc c'est pour ça que j'en ai fait un autre film. Ok. Et dernière question, pardon, excusez-moi. C'est quoi votre séquence dont vous êtes le plus fier dans le film ? Ah là là, super dur. Moi, je crois que c'est quand même effectivement la virée en pick-up que je trouve qui a été aussi donc un sacré challenge de mise en scène avec eux. Donc bon, après j'avais la chance d'avoir des comédiens quand même un peu incroyables, donc c'était génial. Enfin, j'étais très aidée, mais effectivement, donc en plus on a tourné donc une partie en voiture travelling, c'est-à-dire le pick-up est sur un véhicule, un plateau qui permettait d'avoir la caméra qui tournait autour, enfin qui se plaçait à différents endroits, mais en même temps on tournait quand même sur des routes méga cabossées, donc c'est pour ça que et en même temps j'adore ce truc-là, donc en longue focale sur le visage
Badel, donc Raphaël Thierry qui fait comme ça, enfin c'est la figure même de la folie. J'adore. Enfin voilà, et puis effectivement donc l'accompagnement musical de sa femme. Et puis il y a aussi la scène du mariage dont je suis fière quand même, qui est aussi une scène très importante, qui à l'écriture, donc dans le scénario, faisait 30 pages de scénar qu'on a tourné en 3 jours. Donc c'est juste pour dire que c'était un tournage. En fait, c'était un petit budget, donc on a tourné en 25 jours tout le film. Donc c'est juste autant dire rien. Enfin, donc c'était assez costaud, rock'n'roll, non? Ouais. C'est sympa. Du coup, bravo pour le film, encore une fois. Et je voulais savoir, je sais pas s'il est déjà sorti en Pologne, mais peut-être qu'il est passé en festival. Quelle était la réception du film en Pologne, du coup? Alors, il est passé en festival, il n'est pas encore sorti en Pologne. Il est passé dans les 2 plus gros festivals. Donc, Nowe Horyzonty, c'est à Wrocław, je sais pas si, enfin, Wrocław. Et puis à Gdynia, qui est un peu le Cannes polonais. Et Wrocław, donc c'est vraiment le festival un peu vraiment chouette, enfin que moi j'adore, enfin c'est un festival que j'adore vraiment, enfin voilà. Et on a eu un prix, donc c'est pour dire que il a été plutôt bien reçu. Mais effectivement, je pense que là-bas ils dénotent parce que c'est pas du tout classique pour eux. Mais bon, en France, c'est pas non plus un film très classique. Voilà. Mais en tout cas, oui, au final, ça a été bien reçu, quoi. Mais c'est marrant parce que mon film d'avant sur les exorcismes, il y a eu toute une... Donc, en fait, enfin, pour faire court, parce que je peux en parler longtemps, mais c'est donc... ça a été filmé dans un cadre très précis, où il y a, dans des lieux où il y a vraiment des exorcismes, dans des églises vraiment où ça se passe, avec des gens qui jouent leur propre rôle. Donc, il y a des vrais prêtres exorcistes, des vrais paroissiens, des vrais enfants de chœur. Et donc, il y a eu aussi une projection là-bas... et il y a eu toute la confrérie des prêtres exorcistes de Pologne qui sont venus voir le film. Donc ils étaient tous en longue robe. Et c'était terrifiant pour moi parce que le prisme, c'était aussi donc l'histoire d'une jeune femme qui était convaincue d'être possédée par le diable parce qu'elle avait des pulsions homosexuelles. Bon bref, et qui allait d'elle-même se faire exorciser. Enfin, et donc évidemment, c'était pas... alors le film se voulait pas complètement à charge, mais bon, c'était pas... Enfin bref, vous voyez... C'était compliqué. Et en fait, eh ben, bizarrement, ils ont dit, c'est très réaliste. C'est un bon documentaire. Ils ont dit ça. Alors que moi, j'étais assez vraiment tétanisée par leur présence. Moi, j'avais toujours peur qu'ils me regardent et qu'ils disent, Satan! Voilà. Bah, ma question, elle est un peu dans ce sens, en fait. C'est que derrière les séances d'exorcisme, il y a la chasse aux sorcières. Qui est cette figure féminine qui est un peu qui est en rejeté, j'imagine, et qui est mis en avant dans ce film aussi. Est-ce que... Le film parle vraiment d'émancipation féminine, donc ça c'est vraiment le point de départ, et de cette jeune femme qui est convaincue d'avoir quelque chose de monstrueux parce qu'elle éprouve du désir pour une femme. Ouais. Et donc ça c'est déjà ça, évidemment. Donc on en a évidemment pas parlé, mais oui. Et voilà. Et donc effectivement avec une revisitation de la figure de la sorcière, voilà. Roxane. La sorcière, c'est ça, Roxane. Non, je rigole. Non, en tout cas, enfin voilà. Et puis donc effectivement, cette femme libre et émancipée qui n'a pas adopté le carcan sociétal qu'on lui a inculqué et qui s'est rebellée contre tout ça, ben forcément c'est la bête noire, quoi. Eh ben moi je suis qu'interprète. Bien sûr. Merci. Alors d'abord, félicitations pour le film que j'ai beaucoup aimé. Vous avez aussi écrit en son, parce que j'ai l'impression que le film commence un peu dans un univers de son un peu difficile à distinguer, des animaux, on entend comme un oiseau mais c'est une vache, on est dans une espèce de morphing de son, je sais pas comment appeler ça. Au début du film. Au début, et puis un peu plus tard, dans les scènes nocturnes, on est dans des échappées par le son. Alors, il y a la musique dont on a parlé, mais j'ai l'impression que le son va structurer l'au-delà. Ça fait partie de l'inconscient, quoi. Et donc effectivement, vous avez tout à fait raison. Alors le tout début du film, mais je sais pas là, comme j'étais pas au tout début, mais effectivement il y a ce très très long
Donc un plan qui dure très longtemps sur le visage d'une petite fille. Donc je sais pas dans quelle mesure aussi. Enfin, si, enfin, on voit quand même. Enfin, en tout cas, voilà. Et donc effectivement, le son, c'est au départ, c'est comme ce souvenir dont on sait jamais. D'ailleurs, si c'est un souvenir réel ou un cauchemar ou un fantasme ou même juste une construction qui est inculquée depuis le plus jeune âge à Nave par son père, qui est aussi une façon de mettre comme une chape de plomb sur le désir de cette jeune fille, en lui disant tout le temps, attention, tu vas devenir comme ta mère. Ta mère, c'est une sorcière, c'est monstrueux, alors qu'en fait, juste peut-être que la sorcière, c'est la féminité, quoi. Enfin, ce pouvoir maléfique qui sait juste assumer ses désirs. Et donc, ce père qui est à la fois le protecteur de Nave, mais aussi son verrou, sa prison, qui l'empêche de partir. Et donc, tout le travail de Nave pendant tout le film, ça va être d'effectivement. Mais effectivement, le son permet. Donc, bien sûr, il y a eu un gros travail sur le montage son qui a été conçu presque même comme une musique aussi, par moment. Donc, et une grosse corrélation entre les monteurs son et le musicien, mon frère. Et donc, qui utilisait des fois des sons du réel. D'ailleurs, c'est dommage parce qu'ils sont partis, les monteurs son, ils étaient avec nous, hein, mais ils auraient pu en parler. En fait, ils ont fait aussi vachement de prises de son tout seuls, de sons à la ferme, d'animaux, de façon à vraiment avoir une composition, une partition sonore hyper riche tout au long du film. Et notamment dans ces moments d'image mentale dont on ne sait jamais si c'est des cauchemars, des rêves prémonitoires ou peut-être juste une revisitation de ce qu'elle a vécu dans la journée. Enfin, c'est tout mélangé, quoi. Merci. Quelqu'un, une autre question? En haut, peut-être? On vous voit pas beaucoup. Merci Julia pour ce film très étonnant. C'est vraiment un univers très fort. Moi, je voulais savoir un peu par rapport aux personnages, comment ils sont construits tous un peu d'abord dans la monstruosité et après comment ils basculent dans une sorte de tendresse. Il y a quand même... oui, dans tous, on trouve à un moment donné... Ben oui, en fait, je voulais surtout pas en faire que des... Enfin, les monstres, c'est nous tous, encore une fois, donc... Enfin, encore une fois, je veux dire... Et donc, effectivement, même les personnages masculins, notamment les frères, qui sont vraiment des... On peut dire gros cons par moment avec leur sœur, et par d'autres sont pleins d'amour pour elle, plein de tendresse, notamment au mariage où il y a le temps de développer cet amour-là, ou le père, pareil, qui peut être très ambigu, très trouble, et qui est en fait un personnage vraiment tendre et vraiment touchant, quoi. Et donc, effectivement, Raphaël Thierry et Jean-Baptiste Durand, donc Badel et Franck, sont aussi des personnages qui sont très troubles, qui sont plein de choses en même temps, et qui sont... moi, j'ai l'impression, donc évidemment, ça parle... comme je suis une femme, et comme moi, je revisite ma sexualité, et mon émancipation, et enfin, tout ça, je parle de Nave est une... Enfin, voilà, on est très... Ça raconte moi, vachement, mais je pense que les hommes sont aussi... énormément tributaires d'un carcan sociétal où on leur impose, par exemple, le jeune frère, donc quand à la fin il tue Sandra, eh ben, il le fait presque malgré lui. Il n'a pas envie de ça, mais il pense que c'est ce qu'on attend de lui. Et il y a ce truc-là de chacun joue le rôle qu'il est convaincu qu'on attend qu'il fasse. Et donc l'idée, c'est d'arrêter ça dans la vie. Enfin, bref, faut changer le monde, quoi. C'est un peu naïf, mais voilà. D'autres questions? Message d'amour. Écoute, moi j'aurais, vu que tu en as un petit peu parlé, que c'est une scène que je trouve incroyablement follement belle et magistrale, c'est la scène du mariage, qui en fait avec rien en fait de dramaturgie expose déjà tous les rapports
entre les personnages, les désirs, les tensions, enfin tout ce qui se joue et qu'avec du cinéma, enfin sans quasiment. Ah bah, c'est trop chouette, merci. Voilà, comment tu as construit cette séquence et puis. Alors bon. Donc elle existe depuis la base du film, enfin cette scène très longue et donc il y a quand même eu une référence importante. C'est donc Voyage au bout de l'enfer, donc The Deer Hunter de Michael Cimino, qui est un film qu'on a vu et revu énormément avec mon chef-op pour le découpage de cette scène, et notamment dans le fait que dans cette scène qui dure 1 heure chez Cimino, donc qui est presque tout le film, enfin presque tout le film, en fait une bonne première moitié du film, il se passe rien d'un point de vue dramaturgique, donc on n'a pas vraiment d'avancée, mais on a tous les rapports humains qui sont sous-jacents, évidents. Par exemple, donc très vite sont exposés les milieux sociaux des personnages, la complicité, l'amitié, la rivalité amoureuse, le fait que donc il y a les portraits des jeunes gars qui vont partir au Vietnam, donc on sait direct que certains ne vont pas revenir. Enfin, tout est là. Finalement, le film pourrait se cantonner à ça, alors que et c'est marrant parce que je l'ai beaucoup revu pour la préparation, le découpage technique de ce film, et la scène de guerre, purement guerre au Vietnam, il y a qu'une scène juste après qui est expédiée en 3 minutes, et puis après ils sont dans les geôles des Viet Cong, tout ça. Enfin, il se passe plein d'autres choses. Après, il y a le retour, mais en tout cas, enfin voilà. Bref, c'est juste pour dire que c'était un exemple de mise en scène par rapport au fait de ne pas. C'est le temps mort au cinéma qui est, je crois, fabuleux et qui est très rare de nos jours, où on nous dit tout le temps qu'un scénario doit être efficace. Et là, moi, je voulais vraiment pas ça sur cette scène-là du mariage. Je voulais que ça prenne son temps et que on voit par des regards la relation que Nave entretient avec Franck, avec ses frères, le discours du père qui raconte rien au final, mais qui raconte tout de son amour pour sa famille, son passé à la mer. Enfin, en fait, tout est dit sans rien être dit, quoi. Je sais pas si. Ouais, absolument. Et puis le moment où Sandra croit boire de l'eau et que. Ah ben, et puis après, il y a l'arrivée de Sandra qui est enfin, qui. Parce que je me suis assise, donc maintenant je me sens hyper mal d'être assise. Non, mais j'ai très mal aux pieds en fait, donc j'ai voulu faire ma pelle en mettant des talons, voilà. Mais j'étais toujours là. Non, mais en fait, je sais pas, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur cette séquence en particulier et, est-ce que dans le jeu, est-ce qu'il y a eu des choses Je sais pas quoi rajouter de plus en fait. Je sais pas de quoi on peut parler du froid déjà. Enfin, oui. Il a fait très froid sur le tournage. Ouais, mais ça, je me rappelle plus. C'est bien. Non, mais c'est vrai, je me rappelle plus. Je me rappelle pas de. Franchement, c'était un tournage très heureux. Mais pour revenir sur la pellicule, je dois avouer que quand même, c'est très agréable quand on est acteur de travailler en pellicule, parce que il y a un côté sacré en fait. Et donc, du coup, tout le monde est concentré et on n'a pas envie de gâcher de la pellicule, donc on est vraiment dans le moment. Alors que maintenant, en numérique, tout le monde font 150 prises, c'est pas grave, on recommence. C'est plus sacré en fait. Effectivement, on n'a pas le droit à beaucoup de prises, jamais, quoi. Enfin, en tout cas, on se dit qu'il faut que ce soit toujours tout de suite très bien. Et du coup, ça rajoute une tension au tournage qui est super chouette.